Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On en sait donc davantage sur le profil de l'auteur présumé de l'attaque contre la synagogue de la Grande Motte ce week-end. Interpellé par les policiers du raid samedi soir au terme d'une courte cavale, il a été placé en garde à vue. Les enquêteurs ont pu écarter certaines pistes et en ouvrir d'autres, Wilfried de Villers. Oui, il est arrivé en France via l'Espagne en 2016 et s'est vu délivrer un titre de séjour provisoire après avoir eu un enfant en 2019. Il était connu des services de police pour des délits routiers mineurs ainsi que pour usage de stupéfiants, mais n'était pas dans le viseur des services antiterroristes, ni connu pour être radicalisé. L'homme a ouvert le feu samedi lors de son interpellation à Nîmes et a été blessé au visage ainsi qu'à l'épaule. Hospitalisé, les enquêteurs n'ont pu que brièvement l'interroger hier soir. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il aurait visiblement agi seul en vue d'incendier la synagogue de la Grande Motte. Sur les images des caméras de surveillance du lieu de culte, on le voit partir en courant, la crosse d'une arme de poing dépassant de sa ceinture. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, affirme également que l'homme était armé d'une hachette et attendait visiblement la sortie des fidèles. Il a pris la fuite à l'arrivée très rapide des gendarmes. Pour l'instant, le parquet national antiterroriste n'a transmis aucune information concernant son éventuel passé judiciaire et sur ses motivations. 3 de ses proches ont été placés en garde à vue hier. Enquête Wilfried de Villers. Un antisémitisme d'ambiance devenu un antisémitisme de fait, assure le grand rabbin de France, Haïm Corsia, chez nos confrères d'Aujourd'hui en France, Le Parisien ce matin. Propos appuyés dès hier soir sur France 2 par le ministre de l'Intérieur. Les actes antisémites ont augmenté de près de 200% depuis le 1er janvier, selon lui, Gérald Darmanin, qui accuse au passage une partie de la gauche d'attiser la haine des Juifs. Depuis le 7 octobre, il y a une augmentation très importante des actes antisémites. Les militaires de Sentinelle sont devant les synagogues, les écoles confessionnelles, les lieux. Mais c'est vrai que la menace sur eux est très forte. Elle est aussi forte parce que, vous le savez bien, il y a des discours politiques haineux envers les Juifs de France, il faut les dénoncer. On voit bien qu'il y a une partie de la gauche, malheureusement, qui tient ce discours d'encouragement, de haine envers nos compatriotes juifs, quand on n'est pas capable de qualifier d'antisémite ce qui s'est passé. Mettre le feu de façon volontaire à une synagogue où le rabbin, sa famille habitent en attendant avec une hache, c'est un acte antisémite, il faut le dénoncer comme tel. Et je pense que les Français attendent, et notamment nos compatriotes juifs, qu'on mette des mots sur les choses. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier soir sur France 2. Et pendant ce temps, à Grenoble, la multiplication des fusillades sur fond de trafic de drogue exaspère les habitants et inquiète les autorités. 7 en moins d'un mois, plusieurs quartiers concernés jusqu'au centre-ville qui n'est lui-même plus à l'abri. Le procureur de la République parle d'une guerre des gangs intense. L'opération Place Nette contre la drogue tarde à produire des effets visibles. C'est le sentiment des Grenoblois qu'a rencontré la correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, Noémie Loisel, reportage. Sur la place Saint-Bruno, à quelques pas des guetteurs, cette mère de famille qui préfère rester anonyme par peur de représailles craint une nouvelle fusillade. Installée dans le quartier depuis seulement 8 mois, elle veut déjà déménager. On a très peur de sortir, surtout on a très peur pour nos enfants. À tout moment, on peut se prendre une balle, on reste quand même sur nos gardes. Un quotidien devenu angoissant aussi pour cette commerçante qui garde toujours sa bombe lacrymogène. Il y a quelques mois, elle a assisté à un règlement de compte. Devant tout le monde, j'ai vu des individus arriver en trottinette. Ils étaient cagoulés, ils l'ont mis à terre et ils l'ont massacré sous mes yeux. Pour lutter contre le trafic de drogue, depuis 2020, la CAF de l'Isère, en lien avec le parquet de Grenoble, supprime ou réduit les allocations familiales aux dealers condamnés. Une mesure nécessaire mais jugée insuffisante. Il y a des gens qui sont absolument pas concernés par ce dispositif parce qu'ils sont hors circuit. Depuis plusieurs semaines, la présence policière est renforcée, mais le trafic continue, explique un locataire. Communique en criant pour s'avertir si la police arrive sur la place. Dans les minutes qui suivent leur départ, la vie reprend. Selon Yannick Biancheri, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale de l'Isère, il manque au minimum à Grenoble 115 policiers pour être présents dans tous les quartiers sensibles. Grenoble, Noémie Loisel, Europe 1. Alors, un été meurtrier à Grenoble, malgré la multiplication des opérations Place Nette. Il y a là un paradoxe. On en parlera avec le spécialiste du banditisme, Frédéric Ploquin, dans quelques instants. Il est 7h05 sur Europe 1. Dans l'actualité ce matin également, garde à vue prolongée pour le patron du réseau Telegram. Pavel Durov, interpellé dans un aéroport parisien à la demande des enquêteurs français. La justice reproche au milliardaire franco-russe d'héberger sur sa messagerie des groupes pédocriminels. Nouveaux affrontements autour de la future autoroute A69 Toulouse-Castres. Plusieurs opposants ont brièvement occupé un chantier et accueilli la cinquantaine de gendarmes venus les déloger à coups de pierre et de cocktails Molotov. Une seule interpellation. L'actualité de ce lundi est également politique. Matignon attend toujours son locataire. Emmanuel Macron entame cette dernière semaine d'août comme il avait terminé la précédente.
par des consultations. Jordan Bardella et Marine Le Pen pour le Rassemblement national sont attendus ce matin à l'Élysée. Leur allié Éric Ciotti en franchira les portes à midi. Alors une nomination très attendue également par le patronat qui fait sa grande rentrée aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp. À la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Le patron du MEDEF ne veut surtout pas entendre parler du nouveau Front populaire. Son programme économique serait insupportable pour le pays, dit Patrick Martin ce matin dans Le Figaro. C'est dire si cette 6e édition s'ouvre dans une ambiance un peu particulière, Aurélien Fleureau. Gérer les affaires courantes pendant le creux de l'été, pas de problème pour les entreprises, mais maintenant il faut un cap, explique Alexandre Sobo, président de France Industrie. Rien de tout ça n'est très bon dans la durée pour les affaires, donc plus vite on peut stabiliser la situation et mieux l'industriel que je suis et tous les industriels que je représente seront rassurés. Un cap, mais surtout pas une marche arrière d'Emmanuel Macron, espère Jean-Marc Barky, patron de l'entreprise Sticoya, PME basée dans le Pas-de-Calais. Je ne le vois pas trouver une coalition anti-entreprise ou anti-capitaliste, ça me paraît pas possible, et en tout cas ça serait revenir en arrière sur la réindustrialisation qui a été entamée. Et ne pas perdre de temps pour capitaliser sur l'effet positif des JO, ajoute Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. 250 entreprises françaises ont pu présenter leur savoir-faire aux investisseurs internationaux. Et en fait, le monde retient de ces JO un vrai succès de la France. Et donc, il ne faudrait pas qu'on ait une rentrée avec trop de chaos politique, parce que ça, évidemment, ça enverra un contre-signal négatif. Des craintes au cœur des discussions de cette rencontre des entrepreneurs de France, dont le thème cette année est le pouvoir. Il avait été choisi avant la dissolution. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, une rencontre des entrepreneurs de France qui innove cette année, gouvernement démissionnaire oblige. Aucun ministre n'est invité, à la place la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, Gérard Larcher. Et puis le dernier adieu à Alain Delon, la star repose désormais dans sa propriété de Douchy. Et quant à la question de l'héritage, eh bien, elle est désormais réglée. La succession Delon est réglée depuis longtemps. Sa fille Anouchka, exécutrice testamentaire, recevra la moitié de sa fortune, soit 50%. Ses fils Anthony et Alain Fabien toucheront 25% chacun. Pourquoi cette iniquité, Marie Giquel ? Exécutrice testamentaire, salariée de la société suisse d'Alain Delon, distribuant des produits de luxe en Asie, Anouchka Delon bénéficie de l'image de la fille chérie, contrairement à Anthony et Alain Fabien, considérés comme deux enfants terribles, comme le fut Alain Delon. Oui, c'est vrai qu'on a du mal des fois à comprendre les enfants et qu'on ne s'aperçoit pas qu'un enfant souvent est malheureux parce qu'il est en quête d'affection, parce qu'il est en quête de tendresse. Bernard Pasquito, auteur de la biographie Alain Delon, une vie aux aguets. Alain Delon n'était pas fait pour assumer une paternité. Il a manqué d'un père. Je pense qu'il était déçu par l'un comme par l'autre. Il n'était pas à la hauteur de ce que Alain Delon voulait pour sa progéniture. C'est-à-dire Delon, il se sentait tellement proche de la perfection, il admettait mal que des enfants nés de son sang soient simplement des gens normaux. Nathalie Delon, la mère d'Anthony, évoqua elle aussi la déception d'Alain Delon à l'égard du premier fils. C'est aussi elle qui rapprocha les deux hommes, laissant pour mot d'adieu à Alain Delon « Aime ton fils comme je l'aime, oubliez vos différences ». Marie Giquel du service culture d'Europe 1. 150 à 300 millions d'euros la fortune d'Alain Delon, selon nos confrères du Point qui avaient donné ce chiffre la semaine dernière. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09, bon réveil avec Europe.